Bonjour, bonjour, aujourd'hui on va parler d'un film que j'ai beaucoup regardé quand j'étais petit et qui a vraiment divisé la critique, Anaconda. Ok, alors Anaconda le Prédateur est un film américano-brésilo-péruvien sorti en 1997 et réalisé par Luis Llosa, un réalisateur péruvien pas très connu, dont le plus gros succès aura été ce film. Du coup, c'est pas une carrière incroyable. Alors vous le savez peut-être, mais en 1993, un classique du cinéma est sorti, Jurassic Park. C'était un véritable précurseur parce que c'est le premier film qui a mis en scène des gros animaux réalisés en images de synthèse. It's a dinosaur. Du coup, après ce chef-d'œuvre du cinéma d'aventure, beaucoup de films ont voulu faire pareil, avec toutes sortes d'animaux ou de monstres. Et vous voyez où je veux en venir, Anaconda en est un exemple parfait. Mais alors pourquoi on n'en a pas entendu parler? Eh ben c'est ce qu'on va voir tout de suite. Okay, let's go. Alors le film commence par une scène assez angoissante où Danny Trejo, c'est Machete, ou l'oncle dans Spy Kids, se fait poursuivre parce qu'on se doute être un anaconda et se tire une balle dans la tête plutôt que de l'affronter. Après ça, on découvre les héros du film, qui se préparent à tourner un documentaire sur une tribu amazonienne, les Chiricahua. On a Terry, interprété par Jennifer Lopez, Danny, interprété par Ice Cube, et Kale, le chef, pur aventurier, qui me fait beaucoup penser au professeur Lockhart. Let me introduce you to your new defense against the dark arts teacher. Me. Sont les trois persos les plus importants, et après il y a le reste de l'équipe avec Matteo, Westridge, Gary, interprété par Owen Wilson, et enfin Denise, qui a pour seul et unique but de faire bouillir Gary. Une fois tous prêts, ils partent, et ils commencent à tourner leur documentaire. Mais après plusieurs heures de voyage, ils tombent sur un bateau échoué, où un mec appelle à l'aide. Ils le sauvent, et on découvre que c'est Jon Voight, le papa d'Angelina Jolie, dont le visage inspire clairement la confiance. Enfin bon, une fois le temps calmé, soit sûrement 1 ou 2 heures plus tard, ils décident quand même de lui demander comment il s'appelle. Sauron. Paul Sauron. Et on découvre au même moment qu'il chasse les serpents. Il dit également qu'il connaît l'emplacement précis de la tribu Chiricahua, ce qui va lui donner une raison de rester sur le bateau. Le film continue, et on découvre petit à petit les personnages, qui semblent tout faire pour ne louper aucun cliché, ce qui donne lieu à des scènes totalement surréalistes. Là par exemple, Westridge loupe ses balles à cause de cette musique primitive. Donc déjà faut le faire parce qu'il est quand même à moins d'1 mètre du filet, et du coup, comme il est énervé... pour une musique trop forte, c'est peut-être un peu extrême quand même. T'imagines ? Le lendemain, Westridge réussit enfin à tirer ses balles vu qu'il n'écoute plus du rap mais de l'opéra, mais hélas, une plante vient bloquer l'hélice du bateau. Kale se met alors en tenue de plongée et va dans l'eau pour s'en occuper. Mais problème, une guêpe entre dans sa bouche et le pique, obligeant Sauron à lui ouvrir la gorge pour qu'il puisse respirer. Et là, vous vous demandez sûrement comment une guêpe a fait pour arriver là, alors qu'il avait une bouteille d'oxygène sous l'eau. Eh bien, vous avez raison. Il se rend compte qu'il risque de claquer s'il est pas vite emmené à l'hôpital, et du coup, Terry prend les rênes de l'expédition. Elle veut faire demi-tour, mais Sauron a une meilleure idée, prendre un petit affluent qui leur ferait gagner 80 km. Ils le prennent, et ils arrivent devant un mur qui bloque la route, mais Sauron le savait vu qu'il en avait parlé plus tôt dans le film. Du coup, il sort de la dynamite. Oui, de la dynamite. Quand ils l'ont sauvé, il avait qu'un sac, et il était rempli de dynamite. À quel moment tu fais confiance à ce mec? Bref, ils la posent, ils la font sauter, et... Bon, après cet échec cuisant, ils continuent leur route, et là ils tombent sur l'épave du bateau de Danny Trejo, celui qui se tire une balle au début. Ils décident d'y aller pour chercher de l'essence, parce que je rappelle qu'ils ont fait tomber tous les bidons tout à l'heure, hein. Et après 38 minutes de film, on a enfin le droit de voir l'anaconda. Ah! Et c'est pas très beau. Ah! Mais il lui brise la nuque. Heureusement, Sauron leur raconte ce qui s'est passé. But something like this has made a meal of our dear captain. Yes! Et il leur dévoile son plan, capturer un anaconda vivant. Et je pense clairement qu'Owen Wilson sortait d'une anesthésie générale quand il a tourné. Bref, Sauron prend un peu le bateau en otage, il organise un piège pour choper l'anaconda, et évidemment... Du coup, Gary est mort, et Sauron prend le contrôle du bateau. Et au passage, il humilie de la pire des manières Westridge. Heureusement, après cette déconvenue, ils décident enfin d'agir, et ils assomment Sauron pour pouvoir enfin rentrer. Take us back to civilization. No problem.
Donc, maintenant que le bateau est coincé, ils vont dans l'eau pour attacher des cordes et se tirer de là. Westridge part d'un côté, puis Terry et Danny de l'autre, laissant Denise seule sur le bateau avec Saron. Évidemment, vu qu'elle était folle de Gary, elle essaie de le tuer, et... Au même moment, le serpent arrive, et Westridge essaie de l'éloigner du bateau. Bien sûr, il se fait bouffer, et en plus de ça... Ouais, ça commence à faire beaucoup là. Danny se fait choper, mais heureusement l'anaconda voit le corps de Denise, dont le plus grand rôle aura donc été de mourir, et Terry en profite pour le tuer, ce qui énerve beaucoup Saron. Et là, mesdames et messieurs, je vous demande de réaccueillir dans le film Cale, qui a décidé de sortir de son coma pour aider le scénario, avant d'y retourner juste après. Bref, Saron tombe dans la flotte, Cale dans le coma, et donc Danny et Terry prennent les commandes pour désespérément trouver de l'essence. Ils arrivent dans une sorte d'usine abandonnée, mais ils se font assommer par... Je pense que le film aurait dû s'appeler Saron en fait, pas Anaconda. Du coup, ils se retrouvent attachés, et Saron leur balance plusieurs litres de sang pour attirer un autre serpent. Mais les serpents, ça se repère à la chaleur. Ils le disent eux-mêmes dans le film. Non, ça repère le sang à des kilomètres. Non, ça c'est les requins. Naturellement, un autre anaconda se pointe, Saron essaie de le capturer mais ça foire, il se fait buter, puis manger, puis régurgiter, et à cette occasion il fait un clin d'œil à Terry. Après ce point de non-retour scénaristique, Terry escalade la cheminée pendant que Danny fout le feu, et elle se tape un beau plongeon quand tout explose. Et l'anaconda explose avec et meurt. Enfin non, il tombe dans l'eau en feu, et là il meurt. Enfin non, il revient encore une fois, mais Danny lui met des coups de hache dans la tête, et cette fois-ci il meurt vraiment. Le danger est donc parti, et le film se termine sur Cale qui se réveille, retrouve sa meuf, et reçoit la visite des Shirishama pour finir son documentaire. Y a pas dû vivre le tournage comme Terry, hein. Bon, du coup, vous l'aurez compris, ce film a pas eu un succès fou. Certains acteurs sont un peu à la ramasse, que ce soit dans le surjeu, ou carrément dans l'absence de jeu. Je me ferais bien une omelette ce soir. Les seuls qui s'en sortent bien, finalement, c'est Jennifer Lopez et Ice Cube, dont c'est pas trop le boulot à la base. Mais comme pour Batman Forever, le problème c'est pas tant les acteurs que les personnages, et plus particulièrement Saron. Alors je veux pas parler du personnage en lui-même, qui semble juste être une sorte d'alter ego humain de l'anaconda, mais de ce qui en a été fait dans le scénario. Dès le premier plan sur lui, on sait qu'il va être méchant. Donc je veux bien que les héros émettent des doutes, mais au bout d'un moment, stop quoi. Et c'est pas juste parce qu'ils le laissent rester avec eux, hein. Vous vous rappelez du coup foireux de la dynamite là? Et bah après ça, ils lui ont laissé les commandes du bateau. Alors je veux bien qu'il faille faire avancer le scénario, tout ça, mais là les héros ils font tous les pires choix possibles. C'est quand même évident que ce mec est dangereux. C'est sûr qu'il va les trahir, donc en tant que spectateur c'est insupportable. Et c'est un coup à détruire toute l'empathie qu'on a pour eux. Et puis pareil, j'en ai pas parlé, mais dès le début, genre avant la scène d'intro où le mec se flingue là, il y a un truc bizarre. En gros, il y a un carton qui décrit les anacondas. Genre c'est des serpents de 12 mètres, très féroces, et qui régurgitent leur proie pour en bouffer d'autres. C'est un peu con de faire ça dans un film qui s'appelle Anaconda. Tu peux le dire dans une scène, ça c'est le sujet. Là on a juste l'impression que le réalisateur il justifie à l'avance ce qui va se passer dans son film. Et heureusement que les autres ils l'ont pas fait, hein. Enfin bref, si on revient à Anaconda, le vrai problème du film, c'est l'attente qui a été placée en lui. Il y a eu beaucoup de promos autour du casting, et beaucoup de marketing de manière générale. Parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que le film avait un budget de 45 millions de dollars, ce qui était énorme pour l'époque. Surtout pour un projet comme ça. Et vous l'aurez peut-être remarqué, mais pour un tel budget, les images de synthèse sont plutôt dégueulasses. Autant l'animatronique s'en sort plus ou moins bien, mais alors les effets spéciaux, ils sont vraiment super moches. Ce qui me permet de vous rappeler que ce film est sorti 4 ans après ça. Du coup, à sa sortie, les gens qui s'attendaient à un nouveau Jurassic Park, ils sont tombés de très haut et ils ont déglingué le film. Il a même été nominé aux Razzie Awards. Oui, si vous connaissez pas, les Razzie Awards, c'est une fausse cérémonie de récompense qui est une parodie des Oscars. En gros, chaque année, on décerne des prix aux pires nominés. I'll take the criticism, take it as a lesson learned,
And I hope to God I never see these people ever again. Et en 1998, Anaconda a été nominé 6 fois. Pire film, pire scénario, pire acteur pour Jon Voight, pire couple à l'écran pour Jon Voight et l'Anaconda animatronique, pire révélation pour l'Anaconda animatronique, et enfin pire réalisateur pour Luis Llosa. Et c'est là que pour moi l'injustice commence. Alors oui, le film a beaucoup de problèmes, il a été géré n'importe comment, mais on peut pas retirer à Luis Llosa le fait qu'il a mis du cœur à l'ouvrage. À mon avis, il était sûr de réaliser un grand film, et du coup il s'est vraiment donné à fond. J'en ai pas parlé, mais il y a quelques plans que j'aime beaucoup, genre quand on voit Gary dans l'Anaconda. Bon, c'est pas très beau, mais je trouve l'idée vraiment cool. Et il y a aussi le plan buccal génial quand Saron se fait bouffer. Et alors depuis tout à l'heure je vous parle de l'inspiration Jurassic Park, mais je pense que Llosa s'est aussi inspiré d'un autre classique du cinéma d'horreur animalier, Les Dents de la Mer. J'ai l'impression que les deux films ont la même construction. La scène d'intro en vue subjective, où on montre une mort violente et inévitable, ce qui montre le danger que va représenter l'animal. Scène d'intro qui permet aussi de faire monter l'angoisse chez le spectateur, vu qu'on sait que le danger peut surgir de n'importe où, et qu'on ne découvre la bête que très tard dans le film. Une fois découverte, on quitte l'angoisse pour l'action, qui ne fait que monter en intensité jusqu'au climax, en l'occurrence la mort choquante d'un personnage important, qui conduit au duel final, héros contre animal. Bon, ça c'était pour le fond, mais il y a aussi des clins d'œil dans la forme. Déjà avec les plans en vue subjective, une marque de fabrique des Dents de la Mer, mais aussi à d'autres moments, comme par exemple la scène où Terry découvre l'Anaconda, qui renvoie à la scène où Brody découvre le requin, les deux usant du même procédé, le travelling compensé. Du coup, même si le film est pas incroyable, il a le mérite d'avoir eu un réalisateur passionné qui a vraiment fait de son mieux. Et c'est dommage parce que même si Anaconda est son plus gros succès, c'est aussi le film qui marquera la fin de sa carrière américaine. Après ce film, il est rentré au Pérou et depuis il produit des telenovelas, bien loin des gros moyens dont il disposait à Hollywood. Du coup, pour conclure, est-ce que c'est un bon film? Objectivement non, mais le fait que le réalisateur se soit autant investi l'empêche d'être raté. Il a vraiment essayé, et rien que pour ça, le film mérite d'être regardé. Il y a vraiment un côté attachant qui s'en dégage. C'est un projet de série B à qui on a donné un budget énorme, et même avec ça, ils ont réussi à oublier des plans. Comme cette scène, où ils avaient pas filmé le bateau qui repart après s'être décoincé, et du coup ils ont repassé son arrivée à l'envers. Sauf qu'il y avait une cascade dans le plan. Le film, quant à lui, a malgré les retours quand même rapporté 137 millions de dollars, et du coup, évidemment, il a eu droit à des suites toutes pires les unes que les autres. Autant le deuxième il est divertissant, autant les deux derniers... Voilà, du coup le premier restera à jamais le meilleur, et même si la nostalgie altère peut-être mon jugement, je pense qu'il mérite qu'on en dise du bien. C'est un film qui a pas mal de défauts, comme plusieurs de ses congénères, mais qui, contrairement à eux, a une qualité qui en éclipse la plupart, l'envie de bien faire. Et c'est ce qui fait d'Anaconda, selon moi, un des meilleurs films dans sa catégorie.